Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une thématique donc, qui a toujours été d'actualité, mais peut-être aujourd'hui dans notre génération encore plus. Parents, enfants, le respect. Alors, je vous rassure tout de suite, je le dis généralement avant la conférence, mais je le redis quand même encore ce soir. On ne va pas ce soir sortir les baguettes magiques qui feront que demain, eh bien, il y aura un respect enfant-parent. Il y aura peut-être un respect des parents vis-à-vis des enfants, on en parlera. On va en tout cas essayer ensemble de construire des pistes de réflexion pour savoir comment réinstaller cette dimension qui est au fond fondamentale. Et on va d'abord essayer de comprendre pourquoi elle est fondamentale, pourquoi la notion de respect est quelque chose de capital dans la tradition juive et plus particulièrement dans la structuration d'une famille. Le respect, un mot hébraïque, le respect se dit kavod. Que veut dire le kavod? Alors vous savez que si vous demandez à quelqu'un, ça veut dire quoi respecter? Il va dire respecter, c'est, et vous allez avoir beaucoup de définitions. Kavod vient de la racine kaved. Kaved, ça veut dire lourd. Respecter, c'est donner du poids. C'est-à-dire que, pour la Torah, lorsqu'on nous demande de respecter, que ce soit le créateur de l'univers, que ce soit son conjoint, que ce soit ses parents, ses enfants, ses camarades, ses maîtres, ses élèves, on ne nous demande pas d'avoir en premier lieu des gestes, des attitudes, d'ouvrir ce que j'appellerais les manuels de savoir-vivre. Les Allemands, en 39-45, possédaient les manuels de savoir-vivre aussi. Mais on sait très bien ce que ça donne. La Torah est plus pour ce que j'appellerais un savoir-être. Kavod, c'est donner du poids. C'est-à-dire respecter, c'est révéler à l'autre sa place et son importance à travers le poids qu'on lui donne. Et au fond, dans un système qui est celui de la famille, ce qui le structure, c'est que chacun connaisse sa place. Que chacun sache qu'est-ce qu'il représente. Que chacun ait conscience du poids qu'il a à l'intérieur de la famille. Le nourrisson, comme l'enfant, comme l'adolescent, comme le parent. Qu'est-ce qui fait que ces notions de respect aujourd'hui disparaissent? Et pas juste au niveau de la famille, au niveau des sociétés. De multiples raisons, mais j'ai envie d'en citer une, qui est celle que les maîtres du Talmud nous donnent, et tout le monde la connaît. Be'ikvata d'Mishicha, Chutzpah Yasge. À l'époque pré-messianique, eh bien, la notion de chutzpah, d'insolence, c'est-à-dire de manque de respect, va émerger. J'ai entendu de mon oncle Rav Sagveil une fois l'explication suivante, et je crois qu'il l'a cité lui au nom du Rav Kaufman dont il avait entendu, je n'en suis plus sûr, qu'au fond, la génialité de notre époque, dans laquelle le respect n'est plus évident et n'est plus automatique, c'est que le respect que nos enfants n'ont plus vis-à-vis de nous va nous obliger à devenir des êtres respectables. Et que derrière, au fond, la difficulté que nous avons, se situe un challenge extraordinaire. C'est qu'il va falloir maintenant faire ce qu'il faut pour que le respect existe. Il n'est plus automatique, il n'est plus évident. Et donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour l'installer. À travers cette problématique d'irrespect, nous allons pouvoir maintenant vraiment grandir. Et cette phrase a fait beaucoup écho quand je l'ai entendue chez moi parce que elle a permis de reformuler quelque chose que l'on pressent, que l'on ressent, mais qu'on n'arrive pas toujours à mettre en mots. Alors, réfléchissons d'abord sur cette mitzvah que la Torah nous donne de respecter nos parents. Il y a marqué dans la Torah que Kabed et Abicha vetimecha, respecte ton père et ta mère,
que l'on grandit souvent, nous parents, à tout bout de champ pour essayer d'obtenir via le texte quelque chose qui serait du domaine du respect. Or, la Torah nous demandant de respecter, on a vu que respecter c'est donner du poids, mais pourquoi la Torah ne nous demande pas d'aimer nos parents? Vous allez retrouver à travers ce cours un certain nombre d'idées qui ont été transportées dans d'autres cours qui ont été donnés ici. Et donc, ne vous étonnez pas parfois de réentendre des notions qui vous sembleront familières. La Torah nous demande de respecter nos parents, elle ne nous demande pas de les aimer. La Torah nous demande d'aimer qui? Dieu. 2 fois par jour, nous le disons. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Curieux. Pourquoi la Torah ne m'oblige pas à aimer mes parents et à respecter Dieu? A priori, les parents, on est censé pouvoir les aimer, facilement, évidemment. Aimer Dieu, c'est plus complexe. Or, c'est curieux, la Torah nous dit le contraire. Le Rambam Maïmonide va plus loin et dit, mais quand tu peux obliger quelqu'un à aimer, et tu aimeras Dieu, comment on fait? Alors, je ne vous fais pas tout le développement du Rambam, mais je vous le traduis avec mes mots. Ce que le Rambam nous dit, c'est que si tu prends conscience de tout ce que Dieu met à ta disposition pour pouvoir construire ton histoire, alors tu en viens à l'aimer. Traduit différemment, l'amour, c'est un sentiment qu'on a vis-à-vis de quelqu'un qui nous donne les moyens d'exister. L'amour, c'est un sentiment qui va en s'approfondissant lorsqu'on réalise qu'au quotidien, l'autre fait tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se réaliser. Qu'il intègre nos données, notre particularité, qu'il n'essaie pas de nous modeler à ce qu'il veut que nous soyons, mais nous donne les moyens de nous épanouir. Dieu, nous ne pouvons que l'aimer. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ce que nous avons besoin pour pouvoir nous construire. À nous de savoir nous en saisir et de l'utiliser. La Torah ici, en ne nous demandant pas d'aimer nos parents, pose un principe fondateur. C'est qu'elle nous laisse la liberté d'imaginer que nos parents ne veulent pas nous donner les moyens de nous épanouir, mais veulent parfois juste que nous devenions ce qu'ils désirent que nous soyons. C'est vrai que c'est un texte qui est bouleversant, mais qui est tellement vrai. La Torah dit, tu dois respecter. Et on va voir ce que ça veut dire. Je ne peux pas t'obliger à les aimer. Je ne peux pas t'obliger à les aimer. Dans la définition que la Torah donne de l'amour. Bien sûr, le sentiment d'amour, éventuellement. Mais c'est un sentiment de besoin, de dépendance, que sais-je. Mais dans la définition que la Torah a du mot amour, la Torah dit je ne peux pas. Parce que je n'ai aucune certitude que le parent cherche à donner à l'enfant les moyens de s'épanouir dans ce qu'il peut être, alors que souvent, en tant que parents, ce que nous voulons, c'est donner à l'enfant les moyens de devenir ce que nous voulons qu'il soit. Parce que s'il ne devient pas ce que nous désirions, c'est une blessure narcissique, et quelque part, c'est insupportable. Ça, c'est quelque chose que nous, parents, devons avoir clairement en tête. L'objectif final serait que nos enfants arrivent à nous aimer. C'est-à-dire que nos enfants perçoivent que notre désir parental, c'est de leur donner les moyens d'exister à travers ce qu'ils peuvent être et ce qu'ils doivent être. De ne pas leur demander d'exister pour nous, mais pour eux. De ne pas leur demander d'être nos porte-paroles. De ne pas leur demander d'être ceux que l'on affiche pour vivre notre réussite à travers leur réussite. De ne pas être exhibés comme étant le symbole de ce que nous sommes. Énorme travail que nous devons faire en tant qu'adultes, mais je vous rassure tout de suite, on n'a pas le choix. Parce que nous sommes dans une génération aujourd'hui dans laquelle les enfants perçoivent parfaitement le besoin que nous avons qu'ils soient ce que nous désirons qu'ils soient, et à un moment se disent, dis-moi, et si demain je ne suis pas ce que tu attends, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que j'existe? Est-ce que j'ai de la place? Est-ce que j'ai du poids? Le travail donc, pour aboutir au respect, serait donc de réfléchir à la chose suivante. La Torah dit que mes enfants doivent me respecter, c'est-à-dire que la Torah dit que néanmoins, les enfants doivent avoir une démarche de reconnaissance vis-à-vis des parents par rapport à ce qu'ils leur donnent, mais risquent de ne pas les aimer. Et la démarche de reconnaissance, c'est quoi? C'est merci beaucoup. C'est, voilà, ça s'arrête à très peu de choses. À très peu de choses. C'est quoi l'objectif final du respect? On confond souvent la notion de respect et d'obéissance. Ce qui m'intéresse en tant que parent, c'est pas que mon enfant m'obéisse.
l'obéissance, c'est un problème technique, c'est un problème de gestion. Qu'il me respecte, c'est-à-dire qu'il me donne du poids. C'est-à-dire que je représente en tant qu'adulte quelque chose de suffisamment important pour qu'il ait envie et qu'il soit intéressé d'entendre ma parole. Pour que lorsqu'il aboutira à l'heure des choix, c'est-à-dire de l'adolescence et du début de son entrée dans l'existence, qu'il considère que la parole parentale est suffisamment intéressante pour être entendue, voire même qu'elle représente quelque chose de suffisamment important pour en tenir compte à l'intérieur des choix qu'il veut construire. C'est ça, au fond, un enfant qui respecte ses parents. Il y a ce que j'appellerais les stratégies d'obéissance. C'est un autre problème. Comment faire pour qu'un enfant obéisse? On va le voir, si vous le voulez, très rapidement. Mais il faut bien comprendre où est l'enjeu. À force de vouloir mettre en place des systèmes pour que nos enfants nous obéissent, ils nous obéiront, mais ils ne nous respecteront jamais. Et je vais vous dire pourquoi. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un enfant obéisse quand il est petit? On utilise généralement les systèmes de rapport de force. Vous vous rappelez, on en avait parlé il y a longtemps. Les rapports de force. On utilise les stratégies de rapport de force, peur de la sanction, la carotte, le bâton. On a toutes sortes de systèmes pour l'obliger à faire ce que l'on veut. Si tu ne fais pas, alors. On lui fait peur, on lui crie dessus, on le frappe parfois, voire plus. Et donc on obtient une obéissance. C'est-à-dire on l'a dressé. Mais quel est le sentiment qu'il éprouve par rapport à nous? Comment voit-il l'adulte qui n'est pas capable d'utiliser autre chose que la force qu'il possède pour pouvoir obtenir ce qu'il désire? Qu'est-ce qu'on représente pour lui? Quel est le poids que l'on a? Or, nous avons vu que le respect, c'est lié au poids que nous avons. Je ne peux pas représenter quelque chose pour mon enfant si j'utilise la stratégie du plus fort face au plus faible pour obtenir ce que je désire. Pour cet enfant-là, je ne représente rien, si ce n'est quelqu'un qui utilise les moyens qu'il a à sa disposition pour aboutir à quelque chose qu'il croit être bon pour l'enfant. Et que derrière, au fond, tout ce qui se joue, c'est l'enjeu de ce que nous, parents, allons représenter par rapport à eux, faire en telle sorte que nous ayons suffisamment de poids pour que l'enfant ait envie et le désir d'être à l'écoute de notre parole et qu'il en tienne compte. Avec, bien sûr, toute la problématique de l'enfant qui fait son job d'enfant, c'est-à-dire qui se révolte, etc. Mais ça, c'est rien. Un enfant qui dit à son père « Oh, je m'en moque, oh, c'est du n'importe quoi », c'est pas un enfant qui manque de respect. C'est un enfant qui est en train de tester si le papa va tomber dans le jeu. Si le papa dit « Comment, t'as pas honte, tu me parles comme ça, je te parle plus », t'es tombé dans le piège. On est dans le... J'étais dans le bac à sable, je t'ai amené, je t'ai fait habiter dans le bac à sable avec moi. Un balle au centre. Donc ça, ce genre de choses, c'est pas ça. C'est un jeu. Ce sont des jeux d'ados, ce sont des jeux d'enfants, c'est classique. Un adulte respectable, c'est un adulte qui, au fond, ne tombe pas dans ce piège. C'est un adulte qui est capable, dans des moments pareils, de dire « Écoute, si ça te fait plaisir de le dire, dis-le. Hein. » Maintenant, je te rappelle que la Torah nous dit que c'est peut-être pas comme ça qu'on parle à un adulte, a fortiori à ses parents. Après, c'est ton histoire. Sur ce moment, c'est... Tu veux me faire entrer dans le bac à sable, mais j'y vais pas. Hein. Je n'irai sûrement pas. Ça, c'est un moment dans lequel l'enfant perçoit qu'il y a un adulte, qu'on représente quelque chose, qu'on n'est pas tombé dans le piège. On va donc, si vous le voulez, maintenant essayer de poser une démarche un peu structurée pour savoir comment est-ce qu'on construit cette dimension. Parce que là, j'ai ouvert sur plusieurs terrains. On va donc reprendre les choses point par point. En premier lieu, nous avons vu que le respect, c'est le poids que l'on va avoir vis-à-vis de l'enfant. Traduction, il faut que l'enfant perçoive la valeur du parent et qu'à travers cela, le parent représente suffisamment pour lui pour qu'il ait du poids et qu'il puisse réussir à le respecter. Comment est-ce qu'on met ça en place? De quelle manière on construit ça? La réponse est extrêmement simple. Pour être respecté, il faut être respectable. Alors c'est facile à dire, mais comment est-ce que ça se construit? Comment est-ce que ça s'élabore? Être respectable, ça veut dire quoi? Être respectable, c'est d'abord se respecter soi-même. C'est-à-dire
avoir dans notre vie à nous personnelle une exigence de comportement qui n'est pas fonction de la présence des autres, mais parce que tout simplement nous considérons qu'il n'est pas question qu'un adulte fait à l'image de Dieu puisse s'abaisser à avoir des modes de fonctionnement bas de gamme. On n'est pas encore dans être respectable de par la manière dont on fonctionne dans le groupe famille. Être respectable, c'est quelque chose qui commence par se respecter soi-même. Alors, Voltaire explique de manière très intéressante, je ne vais pas vous faire le développement de le tir maintenant, qu'au fond, la dimension respectable de l'être se perçoit parce qu'il est capable de préserver et de développer la dimension divine et élevée qui est à l'intérieur de lui. Un adulte respectable, un parent respectable, c'est un parent et un adulte qui a des exigences par rapport à lui-même. Qu'est-ce que j'attends de moi? Quelles sont les exigences que j'ai? Non pas qu'est-ce que j'attends de moi par rapport à une réussite, mais au niveau de mes comportements. Qu'est-ce que je me refuse d'être? Quels sont les comportements que je ne dois et que je ne peux avoir? Il est intéressant de voir que on est dans un système dans lequel souvent les parents ont voulu jouer un peu bas de gamme pour être au même niveau que les enfants. Ils ont perdu tout leur poids. Ils ne représentent plus grand-chose. Pourquoi? Parce que les enfants ne voient plus face à eux des adultes qui ont une exigence liée à leur condition d'adulte. Ils ne peuvent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas respecter quelque chose qui n'est pas respectable. Ce n'est pas possible. Et je vous donne un exemple. Je vais forcer le trait. Je vais forcer le trait, bien sûr. On arrive dans un univers dans lequel on présente quelqu'un qui est un grand scientifique, un grand médecin, un grand chercheur, un grand ce que vous voulez. Et puis, vous observez par l'autre trou de la lunette et vous voyez que cette personne, quand elle est chez elle, a des comportements mais vraiment bas de gamme. Il ne mange pas, pardonnez-moi l'expression, il bouffe. Il se laisse aller, il est là, au niveau de ses attitudes. Vous voyez quelqu'un qui la joue bas de gamme, quoi. Manque d'élégance, manque de raffinement, manque de distinction. Cette personne-là, quand vous la verrez à l'extérieur, vous n'aurez pas de choix autre que de dire « cher monsieur, chère madame ». Parce que ça se fait. Vous serez dans le manuel de savoir-vivre. Au plus profond de vous-même, vous ne la respectez pas. Parce qu'à travers le manque d'exigence qu'elle a par rapport à elle, elle a invalidé le poids qu'elle pouvait avoir. Et ça, c'est quand on l'a vu. Mais les enfants, d'abord, nous voient au quotidien et perçoivent et ressentent s'ils ont face à eux un adulte respectable, c'est-à-dire quelqu'un qui a une exigence par rapport à lui-même. Qu'est-ce que j'exige de moi au niveau de mon comportement? À tous les niveaux. Dans ma manière de parler, d'évoluer, de m'habiller, de réagir, d'être. Comment puis-je, en tant qu'enfant, respecter l'adulte qui, lorsque quelque chose le dérange, explose de colère, comme s'il était un animal? Pardonnez-moi la comparaison. C'est-à-dire incapacité de gérer la frustration. Il est là en train de taper des pieds comme un bébé, mais avec une stature d'adulte. Je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Je n'y arrive pas en tant qu'enfant. Donc pour que nos enfants puissent nous respecter, il faut leur donner les moyens. Et c'est ce que je disais tout à l'heure au début du cours, c'est notre chance. Parce qu'avant, nous étions dans un système de hiérarchie dans lequel, parce que je suis le parent, l'enfant me respecte. Parce que je suis le policier, eh bien, l'automobiliste me respecte. Parce que je suis... C'était comme ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre modèle. Ça y est, c'est comme ça. On peut dire, oui, souvenir, à l'époque. On peut dire autant qu'on veut. Elle ne dit pas les Malchava, on ne prie pas sur le passé. Ça ne sert à rien. On peut dire, ah, mais à l'époque, mais à mon époque, oui, à ton époque, super. Mais la réalité, elle est là. Ça ne sert à rien de se révolter contre une réalité qui est là, parce que se révolter contre une réalité ne fait pas disparaître. Le déni d'une chose ne fait pas disparaître cette chose. Donc, se dire c'est génial. Ça nous oblige à faire un travail sur nous-mêmes. C'est une chance extraordinaire. C'est-à-dire maintenant, cet enfant qui ne me respecte pas de manière automatique va m'obliger maintenant à faire en telle sorte que je devienne quelqu'un qu'il peut respecter. Comment? En faisant un travail sur moi-même en tant qu'adulte. Être respectable.
Après, à chacun d'analyser sa propre histoire. À chacun de s'observer. À chacun d'avoir l'élégance de ne pas dire à son conjoint « t'as vu ce qu'il a dit, donc il faudrait que tu changes ». À chacun de se dire « mais moi-même, dans ma propre démarche, qu'est-ce que je dois faire ?» Si demain, j'affichais à l'extérieur ce que je suis dans le domaine du cachet, c'est-à-dire du moment où la porte est fermée, comment on me regarderait? Si on réalise qu'il y aurait une vraie rupture entre un comportement que l'on a à l'extérieur et à l'intérieur, c'est qu'il y a un vrai travail à faire. Et c'est génial. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de savoir qu'il y a un travail à faire. Se lever le matin et se dire « Ah, il y a du pain sur la planche, il va falloir que je construise maintenant un système d'exigence par rapport à moi-même sur ce point A, B, C, D, E, F », c'est génial. Au moins, on sait pourquoi on se lève. On connaît nos batailles. Il n'y a pas de plus agréable que de savoir quels sont les points sur lesquels nous devons progresser. Et nos enfants, ils sont profondément sensibles. Les enfants perçoivent parfaitement lorsque l'adulte entreprend ce travail, et pour eux, ça crée un regard radicalement différent sur cet adulte qui, tout adulte qu'il est, introduit l'idée de l'évolution dans sa vie, non pas juste au niveau d'un savoir supplémentaire, mais au niveau d'une transformation de ce qu'il est. Un enfant ne peut être qu'admirable vis-à-vis d'un adulte dont il voit le modèle de fonctionnement. Je peux vous assurer que j'étais confronté à des ados ou des jeunes adultes qui étaient bouleversés de voir que leurs parents se transformaient. Ils disaient, mais c'est incroyable, j'aurais jamais imaginé que vous puissiez réagir dans une situation pareille, de la manière suivante. J'aurais jamais imaginé que ça allait se passer comme ça maintenant. C'est-à-dire que brusquement, ils ont dit, mais... Et à ce moment-là, il y a une notion de respect énorme qui se met en place. Pourquoi ? Parce qu'on devient respectable. Parce que l'idée d'être dans une démarche et dans une transformation, non seulement ils la voient, mais quelque part, elle leur sert eux aussi d'indication par rapport à ce qu'ils sont censés faire. Voilà donc déjà un premier point. Alors bien sûr, beaucoup de choses à montrer dans l'univers du respect. Tout d'abord, une famille, c'est un lieu de rencontre entre plusieurs individus, et cette démarche d'exigence par rapport à nous-mêmes, nous allons la mettre en place, et on n'a pas le choix. Je dis tout de suite, on n'a pas le choix. Si on ne le fait pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On peut faire ce qu'on veut, il y aura peut-être de l'obéissance, on deviendra peut-être copain-copine avec nos enfants, etc. Mais on n'a pas de poids. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a du poids, parce qu'au fond, c'est ce qui est fondateur pour eux. Il va y avoir donc maintenant les phénomènes d'exemplarité à l'intérieur de la relation. Et ce qui est très intéressant, c'est de réaliser que l'exemplarité à l'intérieur de la relation va commencer d'abord par le fait que l'enfant voit ce que ça veut dire donner du poids à l'autre de la manière dont nous-mêmes allons lui donner du poids. Comment vais-je donner du poids à l'enfant ? Comment l'enfant va-t-il voir à travers mon attitude vis-à-vis de lui ce que veut dire le respect ? Alors, je vais prendre un exemple de la Torah, et sur la base de cet exemple, on va ouvrir vers des choses plus larges. Vous vous rappelez toutes et tous sûrement du fameux événement dans lequel il y a a priori un manque de respect énorme entre une fille et son père dans la Torah. Aujourd'hui, on aurait dit c'est honteux qu'elle manque de respect. C'est quoi cette histoire ? C'est Myriam et son père. Son père, le père, maître, chef du peuple d'Israël, qui décide dans des circonstances dramatiques, on se sépare de nos épouses. On ne peut plus avoir d'enfants, c'est terminé, ça ne sert à rien, les garçons sont jetés au Nil. Myriam, cette petite ratsoufa, on aurait dit aujourd'hui, va chez son père et dit « Papa !»« Oui, ma fille, t'es pire que le pharaon. » Quel manque de respect. C'est-à-dire, mais attends, mais tu te rends compte à qui tu parles et tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Et elle continue. Elle dit parce que le pharaon, lui, il n'y aura que les garçons qui vont mourir.
Mais à cause de toi, même des filles, il n'y aura plus. Vayelech ish mi bet Lévi vayikach et bat Lévi. Le passouk dans Shemot nous dit un homme de la maison de Lévi vient et reprend une fille de Lévi. C'est Amram qui vient et qui se remarie avec Yocheved. Le verset nous dit c'est la naissance de Moshe. Suite à cette rencontre nouvelle, elle devient enceinte, ils conçoivent Moshe et Moshe émerge. C'est-à-dire que toute l'histoire du peuple juif démarre parce qu'il y a une petite fille qui était capable de dire des choses à son père et que son père n'a pas vu dans sa parole un manque de respect. Il a vu tout simplement dans sa parole une interpellation qu'il était prêt à prendre sur lui. Traduction, le manque de respect n'est pas nécessairement ce que l'on croit. Il y a en effet, dans la relation, ici quelque chose de capital qui se joue. Myriam dit quelque chose au père, et le père respecte sa fille. C'est-à-dire qu'il sort des schémas de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas. Il n'est pas là en train de dire « ça se passe, c'est honteux quand même », ce que nous on aurait dit aujourd'hui. Ma fille dit quelque chose, sa parole a du poids. Et la meilleure raison, la meilleure manière de lui montrer, c'est de l'écouter. Et plus encore, d'être capable de changer ma vision des choses, parce que tout simplement, sa parole est vraie et juste. C'est-à-dire que le parent est dans une posture dans laquelle il se donne la liberté d'imaginer qu'il a pu se tromper, et que la parole de l'enfant va lui permettre de prendre conscience de quelque chose qu'il ne réalisait pas. Comment est-ce qu'on apprend le respect à l'enfant en étant capable de montrer le poids qu'on donne à sa parole? Non pas le poids technique. Oui, je t'écoute, ma chérie. Il ne s'agit pas de ça. Non pas en train de dire « Ah bravo, c'est très joli, il raconte la paracha, ah c'est très bien, ils sont dupes. » Ça marche quand ils ont 3-4 ans. Au bout d'un moment, c'est bon, ça va. C'est quand ils nous disent d'autres choses, quand ils nous interpellent, avec leur manière enfantine ou adolescente de nous dire les choses. J'ai presque envie de dire que Myriam c'est adolescent, alors c'est Myriam Advia, donc c'est ailleurs, c'est une dimension qui nous dépasse, mais si on veut le retraduire pour nous dans un enseignement qu'on peut prendre, c'est très adolescent. T'es pire que le pharaon. On voit parfaitement nos enfants dire « Ouais, t'es pire que le directeur, toi, t'es pire que ceci ». On le voit là, un de nos enfants nous le dire. T'as rien compris. Mais c'est nul comme choix. Voilà, c'est à peu près ça. Alors ici, on est dans la Torah, on est dans Myriam Advia, c'est une dimension qui est immense, mais comme Rav Dessler explique, il dit, mais si la Torah a besoin de nous raconter des choses, c'est qu'on a besoin de pouvoir les reprendre pour nous, pour notre vie à nous. On n'est pas en train de dire que Myriam c'était une parole d'adolescente, surtout pas, Chas v'Shalom. Mais ce qu'elle nous apprend, c'est ça. Et comment Abraham réagit? Plus que cela, si Myriam se sent la liberté de dire une parole de ce type, c'est qu'elle sait qu'elle peut être entendue du Père. C'est-à-dire que la construction de la relation fait qu'elle se sent libre de dire les choses. C'est-à-dire que Myriam sait que sa parole va être accueillie, et donc elle peut la dire. Pourquoi? Parce qu'il faut croire que dans l'histoire de Myriam et de Amram et de Yocheved, il y a quelque chose qui s'est construit qui fait qu'elle sait que sa parole a du poids. Elle sait qu'une parole qu'elle peut émettre, toute fille qu'elle est, toute petite fille qu'elle est, tout enfant qu'elle est, eh bien malgré tout on l'écoute. Donc comme je peux être entendu, donc je dis les choses. Et qui émerge de ça, Moshe Rabbeinu? Toute l'histoire du peuple juif, elle démarre de ça. J'ai presque envie de dire que c'est la Torah qui émerge de cette histoire parce que c'est Torah Moshe. Comme pour nous dire que, mais ça je fais juste une parenthèse, qu'on ne peut pas transmettre si on n'est pas interpellable. Que notre parole ne peut pas être entendue si on ne donne pas la liberté à l'autre du questionnement. Et ça c'est un élément fondateur dans la transmission du savoir. S'il n'y a pas de liberté de questionnement, il n'y a pas de transmission de savoir. Mais ça c'est un autre sujet. Ici, dans la relation à l'enfant, on doit se poser la question. Pour que l'enfant me donne du poids, il faut que je lui montre ce que ça veut dire donner du poids. Comment je le lui montre? En créant un système dans lequel l'enfant sait qu'il a du poids. Un enfant qui est capable de vous dire « Papa, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire.
Une petite fille qui dit à son père ou à sa mère, ou un petit garçon qui dit à son père ou à sa mère, mais je comprends pas, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait faire, c'est génial. Ça veut dire qu'il sait que vous êtes prêt à entendre. Et si à ce moment-là il dit, t'as pas honte? Pourquoi? Je n'ai pas le droit d'émettre une pensée, même si elle est fausse. Au nom de quoi? Qu'est-ce qui m'interdit au fond de prononcer une parole et d'avoir un avis? C'est marqué où? Ma parole, elle doit être entendue. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est votre problème. Donner du poids à la parole de l'autre, ça ne veut pas dire nécessairement nous soumettre à cette parole. Mais montrer qu'elle est suffisamment importante pour qu'on s'y arrête, qu'on l'écoute et qu'on y réfléchisse. Qu'elle fasse partie au moins d'un débat, ne serait-ce qu'intérieur. Vous savez comment ça se passe, puisque c'est comme ça qu'on est censé faire dans le couple, non? Quand on parle de respect dans le couple, c'est que la parole de l'autre, elle a du poids. Même si elle nous paraît incohérente, surprenante ou bizarroïde, que sais-je, mais elle est dite. Donc si elle est dite, il faut que j'entende, que j'ai l'élégance de m'arrêter, d'y réfléchir, pour éventuellement, dans un second temps, dire que je ne la partage pas. Alors vous comprenez bien que si un enfant vit dans une atmosphère dans laquelle, quand il entend papa, maman, ça dans les deux sens, dire « Arrête de dire des bêtises. Alors c'est bon, ça, j'ai compris. Ça, c'est bon. Ah ouais, j'ai compris, ça va. » Ou alors, non, ça va. Il a compris. Il a compris, il a vu, ça y est, c'est bon. Donc je ne peux pas donner du poids à celui qui montre qu'il ne donne pas de poids. Donc vous me parlez de quoi après? De quoi il s'agit? Je ne parle pas des disputes, hein. Je parle du quotidien. Haïm ani mitrachel de Zola. Est-ce que je suis mitrachel? Je donne de la chashivut, de l'importance. À quoi l'enfant le voit de manière très simple aussi? À la capacité que l'on a de ne pas sortir notre portable alors que l'autre est en train de poser une question. Par exemple. C'est intéressant. Sauf si les médecins urgentistes ou urgentistes, mais c'est rare. C'est relativement rare. En dehors de ça, l'enfant qui voit que quand on lui parle, on est en train en même temps d'envoyer un texto qui est bien sûr méga urgent parce que notre vie en dépend. Alors, il y en a certains parfois, oui, parce que si vous travaillez en direct sur le Nasdaq, oui, il y a des opérations qu'il faut faire dans l'urgence. C'est vrai. Mais en dehors de ces cas extrêmes, j'existe. Quel est mon poids? Ce que je représente? Quelle est ma place? Je sais que ma parole est très énervante. Parce qu'elle nous remet en cause et moi en tête, mais c'est pas grave. Libre à nous de dire, je suis pas d'accord, why not? Rendez-vous dans 10 ans. On peut. Mais il faut bien comprendre que je ne suis pas ici en train d'être donneur de leçons, surtout pas ni d'être dans une forme quelconque de jugement. Nous sommes dans une réalité. Dans cette réalité-là, nous sommes en train de nous faire avoir par un système. Dans le système qui nous entoure, il n'y a plus de respect, de rien. Alors essayons de comprendre qu'est-ce qui se joue et observons. Et c'est vrai qu'on va ressembler un petit peu au petit village d'Astérix. Les derniers résistants. Ceux qui ne tombent pas dans ce piège, mais qui veulent construire une histoire. Donc cette notion-là, elle est très concrète. Que l'enfant voit comment nous donnons du poids à sa parole, et donner du poids à la parole d'un enfant, c'est être capable de dire « Mon chéri, écoute, je ne peux pas t'entendre maintenant comme je voudrais. Donc si ça ne te dérange pas, est-ce que tout à l'heure tu peux me parler plus tranquillement ?» Ces mots-là, ils vous transforment une histoire. Regardez, dans une relation de couple, si un monsieur veut parler avec madame ou si madame veut parler au monsieur, et que l'autre lui dit « Écoute, est-ce que ça ne te dérange pas de me parler d'ici une petite demi-heure parce que là j'ai tellement de trucs dans la tête, je ne pourrais pas t'entendre comme je dois ou comme je veux. » C'est rassurant. J'existe. J'ai du poids. C'est un acte de respect profond. Ta parole est suffisamment importante pour que je construise le cadre dans lequel je vais pouvoir l'écouter comme il se doit. Et c'est pas un manque de respect de dire à l'autre, pas tout de suite. Si tu me respectes, c'est-à-dire que tu dois écouter tout de suite. Non, je ne peux pas. Il y a des fois où je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais vous parler d'un truc très personnel. Il y a des gens parfois qui appellent ou qui me rencontrent et qui disent « Ah, ça tombe bien, justement, on avait une question. J'adore. Et si vous ne m'aviez pas vu, c'est un deuxième problème. » Mais parfois, les gens posent des questions pas simples. Et je leur dis, et j'en suis convaincu, je ne vous répondrai pas maintenant, ça serait un manque de respect pour vous. Parce qu'une question pareille mérite qu'on prenne le temps d'en parler au téléphone ou ailleurs. Parce que ce n'est pas
Si c'est juste, écoutez, j'ai un problème de petite cuillère de lait qui est tombée dans le pot de viande, ça c'est technique. Si c'est juste, est-ce que quand mon fils désobéit, j'ai le droit de lui mettre une raclée, une fessée et de l'enfermer dans un cabinet noir? Je te réponds tout de suite. Mais en dehors de ce genre de questions-là, non. Imaginez un médecin ou un avocat qui vous posait une question fondamentale. Vous avez un vrai problème. Et qui dit, ah ben oui, c'est un manque de respect. Voilà, c'est tout ça auquel il faut essayer d'introduire, et c'est très facile au fond. C'est pas des choses énormes, c'est juste une manière différente d'appréhender les choses dans le quotidien. Une fois qu'on essaye de mettre ça, donc l'enfant a appris ce que veut dire cette notion du respect, de la manière dont nous lui avons montré combien nous respectons sa parole, eh bien, on va essayer de montrer que ce n'est pas juste sa parole qu'on respecte. On respecte aussi son intimité, très important. J'ai une petite parenthèse, mais l'âge de l'autonomie, par exemple, au niveau de l'acquisition de l'hygiène est toujours très intéressante. L'enfant qui veut prendre sa douche tout seul, à 5, 6, 7, 8 ans, ça dépend des âges. Le respecter, c'est lui montrer qu'on lui fait confiance d'être capable de faire quelque chose qui, je vous l'assure, participera de son hygiène, et généralement aussi de l'hygiène de la salle de bain, parce qu'après, souvent, il y en a aussi partout. C'est pas grave. Les parents disent, ah mais non, il ne sait pas. Alors, il n'aura pas réussi à se mettre du shampoing derrière l'oreille. Non. Et Charlie, c'est-à-dire, we will survive. On peut survivre. C'est bon, ça ira. Mais c'est quoi? C'est d'abord respecter son corps. Et c'est fondamental, le respect du corps de l'enfant. Et c'est aussi respecter le fait qu'il dit « Je pense être autonome et respecte mon intimité ». C'est de ne pas rentrer dans la chambre des enfants sans toquer avant. On toque et on entre, mais on s'annonce. C'est pas « j'attends ». Alors quand il s'agit d'une petite fille qui est déjà pubère, oui. Toc toc, est-ce que je peux rentrer? Parce que tout simplement, même si je suis le père, la mère, ce que vous voulez, non. Il y a quand même un minimum de respect. Et quand les enfants sont petits, si leur porte est fermée, par principe, on toque, on ouvre peut-être, mais on toque, on s'annonce.